Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de m'interroger à savoir si légaliser le cannabis serait une idée imbécile ou s'il existe réellement des raisons intelligentes de le faire. Pour débuter ma réflexion, j'ai tenté de découvrir quels sont les principaux arguments utilisés par monsieur et madame, tout le monde, pour défendre leur point de vue en ce qui concerne la légalisation des drogues. Pour ce faire, rien de plus simple que de taper légalisation des drogues sur Internet et de cliquer sur les premiers résultats apparaissant. Grâce à moi, ainsi que ma générosité, vous allez découvrir, à première vue, pourquoi monsieur Robert, fumant à l'occasion son joint de cannabis pour se détendre après une longue journée de travail, serait en faveur de la légalisation de la drogue. Selon certains, la légalisation ferait diminuer le trafic illégal de drogue, empêchant du même coup l'enfant de 12 ans de s'en procurer par l'intermédiaire de l'étudiant, dans son école en charge de ce business. En plus de nuire à son cerveau encore en développement, la qualité de sa substance ne serait pas garantie et son argent n'aiderait pas à financer de nobles causes. Peu importe qu'elle soit légalisée ou interdite, la demande pour la drogue ne diminuera pas. Ce n'est pas son interdiction qui va empêcher un junkie d'aller chercher sa dose quotidienne de bonheur. Le problème vient de la relation personnelle qu'une personne entretient avec la drogue. Donc, autant profiter de cette demande pour en faire bénéficier l'ensemble du pays, en donnant le profil de la vente à l'État. Certains disent que la drogue apporte de réels bienfaits sur le plan physique et mental. Elle n'est pas utile qu'aux jeunes délinquants cherchant à oublier leur ex-relation d'une durée de 3 mois et demi. Plusieurs précisent cependant que la légalisation de la drogue ne doit pas être faite n'importe comment. L'éducation et la prévention liées à la consommation seraient primordiales. De plus, le marketing ayant pour but d'inciter les gens à consommer devrait être interdit. Il est maintenant temps de découvrir pourquoi Francine, bibliothécaire depuis toujours, et n'ayant jamais touché une seule fois à la drogue, serait en défaveur de sa légalisation. Plusieurs pensent que la légalisation de la drogue inciterait davantage les gens à en consommer. En effet, lorsque quelque chose est vendu légalement, elle est nécessairement bonne pour notre santé. Les gens comprennent ce principe. La quantité énorme de tabac et de sucre vendus dans le monde en est la preuve. La diminution du trafic illégal de la drogue liée à sa légalisation ne ferait que remplacer les problèmes par d'autres. Le vendeur de drogue se tournerait vers un autre métier tout aussi illégal. Les pauvres producteurs se situant au plus bas de l'échelon ne survivraient pas sans ces revenus reliés à la drogue. Malgré la légalisation, les organisations criminelles qui vendent de la drogue existeront toujours. Ces parasites vendent la drogue moins chère que l'État pour leur faire concurrence et attirer la clientèle. Avant d'approfondir le sujet et de donner raison à monsieur Robert ou à Francine, je pense qu'il est important de savoir à quelle substance nous avons affaire. Quel impact a le cannabis sur les gens lorsqu'il est consommé? Une des choses importantes à savoir est que le cannabis est très populaire. Il a été consommé au moins une fois par année par 46,3% de la population mondiale en 2017. Les différentes études que j'ai dénichées sur Internet portent tous à croire que cette substance aurait très peu d'effets bénéfiques. Quant aux effets néfastes, ils seraient nombreux, surtout au niveau psychologique. D'ailleurs, la plupart des scientifiques s'accordent pour dire qu'il n'y aurait aucune bonne raison d'en consommer. Outre, dans certains cas très particuliers, que je préciserai plus tard. J'avoue que j'ai été surpris par ces études. Moi qui pensais que le cannabis comportait les mêmes bienfaits qu'une bonne méditation matinale. Dans 2 études parues dans la revue Psychological Medicine, des chercheurs du centre hospitalier de l'Université de Montréal rappellent qu'il existe un lien entre une consommation soutenue de cannabis et l'évolution des troubles psychotiques. Les troubles psychotiques perturbent la manière dont on pense, agit, voit, écoute et sent. Ils sont caractérisés par une perte d'identité et un repli sur soi qui altère la personnalité dans son ensemble. Les manifestations en lien avec les troubles psychotiques peuvent survenir dans plusieurs problèmes de santé mentale. Par exemple, chez certaines personnes présentant de la schizophrénie, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur et une déficience intellectuelle. Ils peuvent parfois engendrer des comportements suicidaires ou bizarres. En consommant du cannabis, la plupart des gens ne développeront pas de symptômes psychotiques. Et, la plupart des gens qui en développent vont voir leurs symptômes disparaître au bout de quelques heures ou quelques minutes. Voire, dans certains cas, au bout de quelques jours. Il existe une faible proportion de personnes qui développeront une maladie psychotique chronique en lien envers leur consommation de cannabis. Selon la majorité des experts, le cannabis ne causerait pas de maladie psychotique.
Par contre, il ferait partie des nombreux facteurs pouvant déclencher cette maladie. Les personnes qui développent une maladie psychotique à la suite d'une consommation de cannabis auraient des prédispositions génétiques favorisant son apparition. L'utilisation de cannabis favoriserait donc l'apparition prématurée d'une maladie psychotique. Il est déjà connu que l'apparition prématurée de ce type de maladie entraîne une évolution défavorable de celle-ci. Comme les études nous le montrent, la consommation de cannabis comporte un risque en ce qui concerne les maladies mentales. Cependant, selon moi, bien qu'inquiétant, ce risque ne fait pas partie des plus graves. Le déclenchement de maladies mentales après l'usage de cannabis ne se rapporte qu'à un petit nombre d'individus. De plus, cette drogue n'en est pas la cause. Elle n'est seulement qu'un des éléments ayant la possibilité de déclencher la maladie. Le plus grand risque serait en lien avec la dégradation des fonctions cognitives d'un individu. Comme vous allez le constater, le stéréotype de la personne défoncée ayant l'aspect d'un légume bien frais ne serait pas une idée complètement folle. Une étude publiée dans la revue Molecular Psychiatry a montré l'altération de la substance blanche et de la substance grise dans le cerveau des personnes ayant une dépendance au cannabis. Dans le cadre de l'étude, les scientifiques ont comparé l'état de ces substances entre 89 personnes dépendantes et 89 personnes ne consommant pas de cannabis. Chez les gens dépendants, ils ont noté une anomalie de la substance blanche et une dégradation de la substance grise due à son amincissement et à sa perte de densité. La substance grise est composée principalement de soma neuronal et de dendrites dépourvus de myéline et de cellules gliales. Elle assure la fonction du centre nerveux. La substance grise s'occupe de la réception des messages, de l'analyse complexe des informations et de l'élaboration des réponses. Son rôle est primordial dans l'exécution des activités mentales et physiques. La substance blanche est composée de millions de câbles de communication, chacun contenant un lot fil unique, ou axone, entouré d'une substance grasse blanche, nommée myéline. Ces câbles blancs relient les neurones d'une région du cerveau à une autre. Bien que ce soient les neurones de la substance grise qui intègrent et exécutent les activités mentales et physiques, la substance blanche serait tout aussi importante pour maîtriser certaines capacités mentales et sociales. Bref, mon objectif en définissant le contenu de votre cerveau est non seulement de paraître intelligent, mais mon objectif est aussi de vous montrer que la substance blanche et grise sont d'une plus grande utilité que notre petit orteil du pied gauche. Bien sûr, il faut garder en tête que l'étude a été faite sur des personnes consommant activement une quantité relativement grande de cannabis. Je n'ai pas trouvé d'études montrant que cette dégradation des fonctions cognitives continuait à exister après qu'une personne dépendante ait arrêté de consommer. Je n'ai pas réussi à savoir si ce type de dégradation dans le cerveau est irréversible, mais je sais qu'en général, la régénération de tout ce qui touche à cet organe est limitée. Une étude publiée dans le journal JAMA Pédiatrique montre que les gens avec des troubles anxieux et dépressifs ont plus de chances de consommer du cannabis que les autres. Jusqu'ici, c'est plutôt logique. Les personnes ayant déjà bien mentalement ne chercheront généralement pas à aller mieux en utilisant de la drogue. Autre élément intéressant, le système de récompense des gens consommant du cannabis et ayant des troubles dépressifs et anxieux est moins stimulé que ceux possédant ces mêmes troubles sans consommer, et que ceux qui n'ont aucun trouble et qui ne consomment pas. Le système de récompense joue un grand rôle dans le plaisir et la motivation provoqués par les récompenses. Consommer du cannabis diminuerait la motivation et le plaisir liés à l'accomplissement d'une tâche qui serait pourtant censée provoquer ces sensations. Un peu con pour quelqu'un de dépressif ayant déjà de la difficulté à sortir de son lit. Pour résumer, la consommation de cannabis déclenche l'apparition de maladies mentales chez certaines personnes. Elle favorise le déclin cognitif et elle nuit au bon fonctionnement du système de récompense. Je vais maintenant tenter de faire passer encore plus cette plante pour une pute en m'attaquant à deux arguments parfois utilisés pour défendre sa consommation. Certains pourraient dire que les cobayes faisant partie des études que j'ai mentionnées sont des personnes dépendantes qui consomment régulièrement du cannabis. La consommation occasionnelle n'aurait peut-être pas autant d'impact sur la santé. Oui, ils ont peut-être raison. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé beaucoup d'études portant sur des consommateurs occasionnels de cannabis. Ce que je sais par contre, c'est que la consommation de cannabis peut entraîner une dépendance physique et psychologique. On estime qu'une personne sur 3 consommant du cannabis se retrouvera avec un problème de consommation et qu'un consommateur de cannabis sur 11, quasiment 10%, développera une dépendance.
Ce pourcentage s'élève à 16% pour les personnes ayant débuté leur consommation à l'adolescence. Le pourcentage de gens devenant dépendants au cannabis est moins élevé que la majorité des autres drogues. Cependant, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir d'essayer la drogue ou de la consommer occasionnellement pour éviter de tomber dépendant. Sachant que les impacts qu'elle a sur la santé sont certainement néfastes lorsqu'elle est consommée régulièrement et sachant que les impacts qu'elle a sur le cerveau sont potentiellement irréversibles. Personnellement, je ne m'amuserais pas à me frapper la tête contre le mur en priant pour ne pas devenir séquelle. Certains défendront leur amour de cette plante en faisant mention du CBD, une molécule présente dans le cannabis qui aurait des propriétés hyper bénéfiques. Oui, certaines études tendent à montrer que le CBD aurait des bienfaits sur l'anxiété, le stress, la dépression et même sur la tension musculaire. Cependant, les études ne sont pas encore suffisantes pour établir ces bienfaits sur la base d'une certitude. De plus, les effets potentiellement bénéfiques du CBD ne compensent en aucun cas les effets catastrophiques du THC sur la santé des gens. THC, qui est responsable en grande partie des problèmes de santé mentale que j'ai détaillés plus tôt. Ce n'est pas parce qu'il y a de la laitue dans ton trio Bimac que ton repas est bon pour la santé. Les bienfaits du CBD ont été étudiés lorsqu'il est consommé seul, sans aucune autre molécule. En prenant en considération tous les éléments que j'ai fournis concernant le cannabis, j'en conclus que consommer du cannabis, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, est néfaste pour la santé des gens, ou, du moins, il y a de très grandes chances pour qu'il le soit. Moins les citoyens en consomment, et plus ils seront en bonne santé. La grande question est, comment fait-on pour que la population arrête totalement de consommer du cannabis? Dans un monde parfait, la meilleure solution serait que d'une part, les gens soient informés sur le sujet et qu'ils aient connaissance des risques qu'ils prennent en consommant du cannabis. Possédant ces nouvelles connaissances, ils arrêteraient par eux-mêmes. D'autre part, les gens qui sont dépendants devraient être suivis par des professionnels qui les aideraient à se détacher de leur dépendance et à arrêter leur consommation de cannabis. Bien entendu, cette solution ne peut être appliquée à l'ensemble de la population. De plus, elle ne peut à elle seule arrêter complètement la consommation de drogue, bien qu'elle puisse grandement aider. Je ne vais pas expliquer en détail les raisons de cela. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre par vous-même. Malgré l'effort qu'apporteraient les États pour conscientiser la population, la demande pour le cannabis existera tant et aussi longtemps que cette plante existera. Et un motherfucker sera toujours là, les poches grandes ouvertes, prêt à répondre à cette demande. L'objectif est que la consommation de cannabis soit le plus bénéfique possible pour le consommateur lui-même, ainsi que la population. Pour ce faire, on doit jouer sur les paramètres qu'il nous est possible d'avoir un impact. Et les voici. La qualité du cannabis, son prix à la vente, les formes sous lesquelles elle est vendue, sa concentration en CBD et en THC, l'âge minimal pour en consommer, la quantité maximale qu'il est possible d'avoir sur soi. De quelle manière on assure sa production, son transport et sa vente. Le contrôle du cannabis par l'État ou par le crime organisé est le facteur ayant la plus grande influence sur ces paramètres. Ce contrôle varie en fonction de la légalisation ou de l'interdiction de la consommation de cannabis. Je vais vous décrire 3 situations différentes où il y a eu soit légalisation ou interdiction d'une drogue. Ces situations se sont passées dans des pays différents et à des moments différents. Nous verrons de quelle façon les paramètres que j'ai mentionnés ont été affectés ainsi que les conséquences qu'ils ont eues sur la population. Vous allez voir, analyser la légalisation ou l'interdiction d'une drogue dans un pays est loin d'être évident. Bien qu'amusant. Voici pourquoi cette analyse devient vite un gros bordel. Chaque pays a des règles spécifiques en ce qui concerne le contrôle du cannabis sur leur territoire. Ils ont chacun leur propre façon d'interdire ou d'autoriser le cannabis. Par exemple, voici les variations que peut engendrer l'interdiction d'une drogue. Je m'excuse à l'avance de vous avoir donné un mal de tête. Interdiction et répression. La possession, l'usage, la production et la vente sont illégales. Interdiction mais tolérance. La possession et l'usage sont légales, ou non tout dépendamment de l'humeur du juge cette journée-là. Interdiction mais dépénalisation. La possession et l'usage sont légales. Interdiction sauf usage thérapeutique. La répression est appliquée, sauf pour l'usage thérapeutique. Malgré qu'il soit interdit, certains pays tiennent à ce que le cannabis soit utilisé pour arrêter les tremblements de leurs citoyens atteints du Parkinson.
La légalisation du cannabis ne veut pas dire contrôle complet par l'État. Le marché noir possédera toujours une partie du contrôle tant et aussi longtemps qu'ils posséderont une marge suffisante pour se faire du profit. Souvent, l'État et le crime organisé se font concurrence en vendant leurs cochonneries chacun de leur côté, chacun imposant leur propre façon de faire. La légalisation du cannabis est un phénomène assez récent. Les études sur le sujet ne portent pas sur du long terme. Donc, ils ne sont pas nombreux et ils ne sont pas d'une fiabilité exceptionnelle. Les États-Unis est le pays possédant le plus d'études et de données en ce qui concerne les conséquences de la légalisation du cannabis. Dans le pays, certains États ont légalisé le cannabis depuis quelques années, alors que d'autres ne l'ont pas encore fait. En 2014, le Colorado et l'État de Washington sont les premiers à légaliser l'achat, la possession et l'utilisation de cannabis. Par la suite, plusieurs États ont suivi leur initiative. Aujourd'hui, des dizaines d'États américains ont légalisé le cannabis. Voyons ce qui en est des effets de la légalisation sur les marchés et l'économie des États. La légalisation du cannabis aux États-Unis s'appuie sur un modèle de régulation commerciale qui favorise la diversification des produits à base de cannabis. Cette diversification semble s'accompagner d'une hausse de la teneur en THC des produits, ainsi qu'une hausse de la consommation de produits comestibles. Une tendance qui poursuit et parfois accélère celle déjà observée sur le marché noir auparavant. Certaines études suggèrent déjà, comme pour l'alcool et le tabac, que le nombre et la proximité des points de vente et l'exposition à la publicité sont des variables qui pourraient influencer la consommation. Les études s'avèrent toutefois insuffisantes pour en tirer des conclusions. Les quelques données disponibles suggèrent que le marché légal remplace progressivement et dans une large part le marché illégal du cannabis aux États-Unis. L'autoproduction et l'approvisionnement des jeunes de moins de 21 ans expliqueraient en partie la subsistance d'un marché non régulé. L'absence de normes, ainsi que les pratiques peu standardisées dans l'analyse des produits rendent leurs qualités incertaines. En effet, il ne suffit pas de légaliser une drogue pour que sa qualité en soit une certitude. La réglementation des produits doit faire partie du processus de légalisation. Voyons ce qui en est des effets de la légalisation sur la perception des risques et les prévalences de la consommation. Les États qui ont légalisé le cannabis affichent généralement des prévalences de consommation supérieures aux autres États, ainsi qu'une perception de sa dangerosité moins élevée. Cette situation n'est toutefois pas nouvelle et existait déjà avant la légalisation. Une partie de la différence pourrait notamment s'expliquer par l'existence préalable de marchés du cannabis médical. Certaines études suggèrent une hausse de la consommation des adultes âgés de plus de 18 ans, parfois supérieure à celle observée dans les États n'ayant pas légalisé le cannabis. Cependant, la plupart des études portent sur les étudiants et ne sont donc pas représentatives de l'ensemble de la population. Les analyses qui couvrent une plus longue période et qui s'appuient sur des échantillons relativement importants à Washington State et au Colorado montrent que les premières années post-légalisation ne semblent généralement pas associées avec une hausse de la consommation chez les mineurs. Il semble même qu'il y ait une baisse de la consommation. Il n'est toutefois pas possible de déterminer si la stabilisation ou la baisse de la consommation est une conséquence de la légalisation. Voyons ce qui en est des effets de la légalisation sur les modalités de consommation. La diversification au niveau des produits est susceptible d'influencer les comportements de consommation des individus d'au moins deux manières différentes, c'est-à-dire au niveau des modes et de la fréquence de consommation. Tous deux devraient avoir un impact sur la santé des consommateurs et consommatrices. En ce qui concerne les personnes mineures, la plupart des études portent à croire qu'il y aurait une baisse de la fréquence de consommation. Pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, certains travaux ne relèvent aucun impact de la légalisation sur la fréquence de consommation. D'autres suggèrent une hausse de l'usage quasi quotidien après celle-ci. Finalement, chez les adultes de 26 ans et plus, on note généralement une hausse de la consommation fréquente dans les États ayant légalisé le cannabis. Toutefois, cette évolution reflète aussi une tendance nationale et il est donc difficile d'en attribuer la cause à la légalisation. Le peu de données qu'on a en lien avec la légalisation du cannabis et l'abus d'opioïdes prescrits semble montrer une baisse du nombre de prescriptions médicales pour des opioïdes antalgiques forts. Cette baisse serait plus grande que dans les États n'ayant pas légalisé le cannabis. Voyons ce qui en est des effets de la légalisation sur la santé des citoyens. Les données disponibles, qui proviennent dans une très large mesure du Colorado, montrent une hausse des visites aux urgences, des hospitalisations et des appels aux centres antipoison.
Ces hausses seraient dues à l'utilisation de produits manufacturés comestibles, et aussi à leur utilisation par de jeunes enfants âgés de 12 ans ou moins. La diversification des produits, leurs emballages ainsi que leur côté potentiellement attractif, augmenterait le risque d'intoxication involontaire. Une étude suggère que la légalisation du cannabis pourrait déjà être associée à une légère hausse des troubles liés à l'usage du cannabis, mais celle-ci devra encore être confirmée. Le nombre d'admissions en traitement pour consommation de cannabis semble stable ou en baisse, mais il convient, pour différentes raisons, d'interpréter ces données avec beaucoup de précaution. Voyons ce qui en est des effets de la légalisation sur la sécurité routière. Les données disponibles suggèrent une augmentation des accidents mortels associés au cannabis dans certains États qui ont légalisé cette substance et qui est plus importante que dans des États qui ne l'ont pas fait. Le nombre de conducteurs et conductrices testés positivement semble aussi être quelque peu en hausse. Il faudra toutefois encore de meilleures données pour évaluer l'impact réel de la légalisation dans ce domaine. Voyons ce qui en est des effets de la légalisation sur la criminalité et la justice. La légalisation du cannabis est associée à une baisse des arrestations pour possession et vente. Cette diminution touche davantage les adultes, cibles de la légalisation, que les jeunes qui en sont exclus. La production du cannabis n'est pas concernée par la baisse des arrestations. Contrairement aux États qui ont légalisé le cannabis, certains de leurs voisins ont une hausse des arrestations liées au cannabis dans les régions limitrophes. Les États où le cannabis est légal semblent avoir de mauvaises influences sur leurs voisins où cette substance reste toujours illégale. Voici un résumé des éléments qui me semblent les plus pertinents à retenir en ce qui concerne la situation des États-Unis en lien avec la légalisation du cannabis dans plusieurs États. Avec la légalisation du cannabis, il y a l'apparition d'une grande diversité dans les produits vendus. Diversité qui semble avoir apporté une hausse de la consommation des produits comestibles et une hausse du taux de THC dans les produits. Comme on l'a vu plus tôt, le THC est la molécule problématique ayant le potentiel d'endommager le cerveau. Saupoudrer cette molécule au-dessus des produits, comme si c'était du sel de table, ne me semble pas être la meilleure des idées. De façon générale, dans les États où le cannabis est légalisé, il semble avoir une hausse du nombre d'adultes consommant, ainsi qu'une hausse de leur fréquence de consommation. Chez les personnes mineures, le nombre de consommateurs et leur fréquence de consommation ne semblent pas augmenter. Il y aurait peut-être même une diminution. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, en expliquant les effets néfastes du cannabis sur la santé. La consommation de cette plante comporte des risques pour les personnes mineures et les adultes, surtout si elle est consommée de façon régulière. On doit rester tout de même prudent sur les données concernant la hausse de la consommation et la hausse du taux de THC dans les produits du cannabis à la suite de sa légalisation. Les études portent sur du court terme, et ces hausses étaient déjà constatées avant la légalisation. Le marché légal du cannabis semble remplacer de plus en plus le marché illégal. Les taxes qu'impose l'État sur le cannabis lui permettent un gain d'argent considérable. Après, on ne peut contrôler ce que l'État fera avec cet argent. Je pense tout de même que ce sera toujours mieux que de donner cet argent à des organisations criminelles. Dans la plupart des États, la vente de cannabis est gérée par des entreprises privées. Souvent, la manière dont ces entreprises s'occupent de la vente ne fait pas partie des priorités de l'État. Certains étant libres de faire leur petite publicité dans le but d'inciter les gens à consommer. De plus, il existe peu de normes qui ont pour objectif d'assurer la qualité des produits. La sécurité des gens n'est donc pas toujours assurée. Maintenant, il est temps de comparer les données concernant la légalisation du cannabis aux États-Unis avec ceux obtenus par son magnifique et inoffensif voisin, le Canada. La légalisation du cannabis non médical a été adoptée le 17 octobre 2018 au Canada, dans une volonté de protection de la santé publique principalement. Les objectifs de ce changement politique visaient notamment à réduire l'ampleur du marché illégal de cannabis et de réduire l'accès à cette substance pour les populations les plus jeunes. Au Canada, le gouvernement fédéral se charge de réglementer la production ainsi que de définir les normes de santé et de sécurité liées au cannabis. De leur côté, les gouvernements provinciaux sont responsables de la régulation des processus de distribution et des modalités de vente. Les provinces peuvent décider de baser leur structure de vente sur un modèle privé, public ou hybride. Ils ont également la possibilité de modifier certaines dispositions fédérales comme, par exemple, l'âge minimum légal pour acheter du cannabis, qui se situe entre 18 et 21 ans selon la juridiction, ou la consommation de cannabis en public.
Malgré la privation de la vente de cannabis dans certaines provinces, l'encadrement fait par l'État en lien avec la publicité et la qualité des produits reste tout de même plus strict qu'aux États-Unis, incitant probablement moins les gens à n'en consommer tout en leur assurant une meilleure sécurité. Tout comme aux États-Unis, les Canadiens ont tendance à avoir des comportements de hippies. La prévalence de la consommation de cannabis semble globalement avoir augmenté, parfois de manière assez spectaculaire, dans les mois qui ont suivi la légalisation, en particulier chez les adultes, mais également chez les jeunes. En l'absence de points de comparaison, il est toutefois difficile d'attribuer cette évolution à la légalisation du cannabis non médical. Des données et des analyses supplémentaires seront ainsi nécessaires pour établir un schéma clair de ces évolutions. Contrairement aux États-Unis, la fréquence de consommation ne semble pas avoir augmenté. Le pourcentage d'individus âgés de 15 ans et plus ayant déclaré consommer du cannabis tous les jours ou presque est resté stable entre 2018 et 2019. Tout comme aux États-Unis, les données disponibles suggèrent que le marché légal du cannabis remplace progressivement le marché noir. Celui-ci semble toutefois s'adapter au nouveau contexte, notamment par une baisse des prix, la consommation de produits comestibles et le taux de THC dans les produits vendus semble également avoir augmenté. Comme aux États-Unis, cela est dû à la diversification des produits. Les produits plus fortement dosés en THC qu'en CBD sont généralement priorisés, notamment chez les jeunes. Que de bonnes nouvelles! La légalisation du cannabis au Canada est très récente. Plus récent que certains États des États-Unis. Les études portant sur ce sujet, ainsi que les données qui en résultent doivent être considérées avec encore plus de prudence. Cependant, je trouve intéressant de constater que la plupart des études faites aux États-Unis vont dans le même sens que ceux faits au Canada, notamment en ce qui concerne la prévalence de la consommation et la hausse du taux de THC dans les produits. La légalisation du cannabis ne semble pas apporter que du bonheur aux citoyens. Peut-être que l'interdire serait une meilleure idée. Je trouvais important de vous instruire en apportant une petite touche historique à ma vidéo. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire part d'un événement historique qui s'est déroulé aux États-Unis de 1920 à 1933. La Prohibition. Durant ces années, la production et la vente d'alcool ont été interdits dans tout le pays. Comme vous allez le constater, cette loi, visant la remise en santé des citoyens, a été un échec total. Bien entendu, les répercussions de cette interdiction ne reflètent pas les conséquences engendrées par l'interdiction du cannabis. Ce n'est pas la même drogue et les époques sont différentes. De plus, durant la Prohibition, il a été question d'interdire une drogue qui était déjà légale. Pour moi, la Prohibition est en quelque sorte la démonstration extrême des conséquences de l'interdiction d'une drogue. En 1918, à la suite de la Première Guerre mondiale, les États-Unis entrent dans une société de production et de consommation. Ils reviennent chez eux victorieux de la guerre et les citoyens célèbrent de la même façon que le ferait un adolescent responsable de 16 ans. Malheureusement, cette célébration sera gâchée par la renaissance d'un courant conservateur dans les années 1920. Une partie de la population américaine cherchera à lutter contre la production et la consommation de masse. C'est dans cet esprit de lutte, ainsi que dans l'objectif de préserver la santé des citoyens, qu'est apparu le 18e amendement, interdisant la production, la vente et l'achat d'alcool. Un an après l'arrivée de cette nouvelle interdiction, les criminels prennent le contrôle complet de l'alcool. Des organisations criminelles mettent en place un marché noir, qui distribue un alcool de qualité très variable. Durant cette période, Chicago a été une position clé pour le trafic illégal d'alcool. Situés à la frontière du Canada, les criminels exploitaient la frontière pour faire rentrer de l'alcool illégalement dans leur pays. Chicago était un perpétuel champ de bataille où les criminels s'affrontaient pour avoir leur part du marché. Corruption, crime organisé et violence régnaient dans les grandes métropoles urbaines des États-Unis. Plusieurs bars clandestins sont apparus dans les grandes villes. Une grande quantité d'alcool était produite à partir d'alcool frelaté. Les criminels, souhaitant garder une source de revenus régulière, distillaient l'alcool frelaté pour éviter de tuer leurs clients. Cependant, le processus de distillation ne suffisait pas à faire disparaître toute trace de poison. Le nombre d'actes criminels se multiplia par 2 durant les 13 années prohibitionnistes. Après un an, le trafic clandestin a rapporté $1 milliard au réseau de contrebande, laissant échapper la possibilité pour l'État de récupérer 32 millions de dollars en impôts. Plus de 10 000 Américains vont mourir après avoir bu de l'alcool de mauvaise qualité.
La prohibition aura fait baisser la consommation annuelle d'alcool par individu. Cependant, ceux qui buvaient déjà avant ont continué à boire. Car dans les faits, il était relativement facile de se procurer de l'alcool. La différence, majeure, était que celui-ci était le plus souvent frelaté et dangereux pour la santé. En 1933, les États-Unis décident de mettre fin à ce désastre. L'alcool est de nouveau légalisé. Avant de conclure la vidéo, je vais ajouter quelques informations supplémentaires ou complémentaires un peu random que j'ai oublié de mentionner. Le marché noir aux États-Unis représenterait environ 30 à 40% de la demande dans les États qui ont légalisé le cannabis depuis quelque temps. Au Canada, la demande pour le marché noir se situerait entre 30 à 87%. Pour effacer complètement cette demande, l'État doit vendre le cannabis en ne faisant aucune marge de profit. Mais, en vendant le cannabis à un prix aussi bas, la consommation risquerait d'augmenter. Je tiens à préciser que les effets néfastes du cannabis s'appliquent autant chez les jeunes que chez les adultes. La seule différence est que la consommation de cannabis, à un jeune âge, est plus susceptible d'entraîner une dépendance. Je n'ai pas parlé des effets du cannabis sur les poumons et sur le cœur. Actuellement, les études ne semblent pas montrer de risques très élevés en lien avec ces organes. Oui, il arrive que le cannabis soit prescrit par des médecins. Cependant, cette prescription n'est qu'une solution de dernier recours. Dans de rares cas, la consommation de cannabis est la seule option qui fonctionne pour aider un patient ayant une problématique spécifique. Elle ne sera jamais utilisée comme premier recours. Des études récentes montrent clairement que la consommation de cannabis a des conséquences néfastes sur la santé mentale des gens, ainsi que sur leurs fonctions cognitives. En interdisant la substance, le nombre de consommateurs et leur fréquence de consommation semblent diminuer. Cependant, le contrôle du cannabis est laissé entre les mains du marché noir. La qualité du cannabis n'est pas assurée et l'argent dépensé par les citoyens n'est pas encaissé par l'État. En légalisant le cannabis, le nombre de consommateurs et leur fréquence de consommation semblent augmenter. L'État possède un certain contrôle sur la substance malgré le fait que le marché noir garde une part relativement importante du marché. Une partie des profits liés aux ventes de cannabis vont à l'État et celui-ci est en mesure d'assurer la qualité des produits. À condition que celui-ci mette en place une réglementation stricte encadrant la production de cannabis.